À 9h30, c'est le débat comme tous les matins sur Direct Gestion 9h30, 10h. Ce matin, un débat spécial ISR. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Prévost, le directeur général de la financière responsable. Bonjour. Et à ma gauche, Marie Luché, la responsable de l'analyse ISR Ecofi. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, messieurs, dames, vous avez écouté l'édito. On a défini ce qu'était l'ISR, en tout cas définition de l'AFG, l'Association française de gestion, un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et entités publiques qui contribuent au développement durable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Parce que c'est un monde qui peut être varié, l'ISR. On a du mal à se mettre d'accord sur la définition, Stéphane Prévost. Écoutez, tout à fait. Personnellement, la financière responsable, on n'adhère pas complètement à cette définition parce que le début de la définition nous gêne. Concilier investissement et performance et critères ESG, ça partirait du postulat qu'elles sont au départ opposées, que ce sont des notions opposées. Or, ce n'est pas fondamentalement le cas quand vous regardez les entreprises. Ça, c'est pour la touche philosophique. Mais vous me direz que ce n'est pas finalement fondamentalement très important dans la mesure où, en tant que société de gestion, dont le métier est de placer l'argent de nos clients sur les marchés et d'obtenir une performance, on n'a pas envie de perdre trop de temps sur les débats philosophiques autour de la définition de l'ISR. Ce qui importe, c'est l'utilisation qu'on en a. À quoi ça sert? Et chez nous, dans notre méthode de gestion, en ce qui nous concerne, on va utiliser ces éléments de communication des entreprises dans leurs pratiques sociales, leurs pratiques environnementales, leurs pratiques de gouvernance, la gouvernance économique au sens large, pour essayer de bien comprendre la réalité du métier des entreprises, d'évaluer leur stratégie. Et là, on va faire de l'analyse stratégique, c'est dans notre méthode de gestion, c'est la première étape d'analyse. Et puis, il faut qu'on trouve une cohérence entre ce que va faire le patron dans ces trois domaines par rapport à sa stratégie. Si on a une cohérence qui est élevée, alors il y a de fortes chances, lorsqu'on a également compris le métier de l'entreprise, qu'avec de bons fondamentaux financiers, on ait face à nous une entreprise qui, sur un horizon d'investissement long, va être capable de générer plus de croissance, va être capable de préserver sa rentabilité, quels que soient les vents sur les marchés, et donc d'aller chercher de la croissance là où elle est présente en termes géographiques, et donc d'avoir une performance supérieure au marché. D'accord, donc les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ne sont pas bien sûr opposés à une bonne performance. Marie Luché, votre analyse, votre grille justement, même question, cette définition de l'ISR pour vous, c'est quoi? Alors, pour nous, au contraire, elle nous convient plutôt, évidemment, tout est perfectible, puisqu'il s'agit d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui permettent d'apprécier plus globalement la valeur économique d'une entreprise et avec des informations qui ne se retrouvent pas forcément dans les états financiers. Certains s'y retrouvent, mais d'autres non. Donc ça, c'est la première partie de la définition, parce qu'il y a une deuxième partie de la définition qui est que l'ISR vise à influencer les entreprises dans leurs comportements environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et nous, cette deuxième partie de l'influence que peut jouer le monde financier sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, pour nous, elle est fondamentale. On le voit à travers nos investissements, à travers le dialogue qu'on cherche à mener avec les entreprises. Pour nous, c'est la responsabilité d'un investisseur responsable que d'aller rencontrer les entreprises pour indiquer leurs attentes en matière de responsabilité sociale et environnementale. Oui, d'accord. C'est-à-dire que, bon, je rappelle que vous êtes donc chez Ecofi, groupe coopérateur. C'est ça? Ecofi Investissement. Ecofi Investissement, pardon. Groupe coopératif. Pourquoi c'est important dans votre société, typiquement, justement, c'est quelque chose que vous mettez en avant? Ah oui, complètement. Alors, le crédit coopératif, Ecofi Investissement est la filiale à 100% du crédit coopératif, qui est donc la banque de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons développé au départ les fonds solidaires et les fonds de partage depuis 1983. Après, nous sommes venus à l'ISR en 2000, donc il y a 15 ans, avec un fonds qui existe toujours, qui s'appelle Épargnétique Action. Et puis tous nos fonds solidaires, vous savez que les fonds solidaires, c'est 5 à 10% en entreprise solidaire et le reste, c'est en ISR, donc 90% en ISR. Donc c'est complètement dans notre ADN. D'ailleurs, aujourd'hui, on a près de 65% de nos encours totaux qui intègrent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est-à-dire que tous nos gérants
gèrent des fonds ISR, que ce soit des fonds actions, diversifiés, crédits ou monétaires. D'accord, donc cette donnée est extrêmement présente. Alors pour la financière responsable, on a l'impression que c'est un peu aussi l'ADN de la société. Ça se retrouve à travers toute votre gamme de fonds? Je crois que vous avez 4 fonds aujourd'hui. Oui, on a 4 fonds et effectivement, on a exclusivement des fonds proposés avec notre méthode et qui adhèrent au code de transparence de l'AFG, donc qui sont ISR, mais comme je pense les produits d'Ecofi. Et on a uniquement, nous, notre expertise, elle est sur les actions. Donc aujourd'hui, sur ces 4 fonds, 3 sont des fonds actions et le 4e fonds est un fonds diversifié avec un partenaire. C'est-à-dire, pour bien comprendre, Stéphane Prévost, vous regardez les entreprises et vous allez les scanner à travers un filtre maison, c'est que vous avez appliqué, mais qui ne prend pas en compte, si j'ai bien compris, uniquement les critères ESG, mais également une analyse aussi sur le management et la performance. C'est bien ça? Oui, absolument. En fait, on va utiliser l'ESG pour travailler sur la notion de qualité du management. On le voit aussi à l'écran, la sélection d'entreprises de qualité avec des étapes de sélection pour, in fine, arriver finalement à découvrir les pépites qui passent le filtre. Oui, absolument. Quand vous avez une analyse macroéconomique qui est faite, vous avez donc identifié des secteurs et des thématiques d'investissement qui vous semblent porteuses, dans lesquelles vous allez trouver un vivier d'entreprises qui vont faire plus ou moins de croissance. La clé ensuite, c'est de comprendre vraiment la réalité du métier, de faire une analyse stratégique, parce que la stratégie, c'est... Alors pour les financiers, c'est souvent galvaudé, parce que les financiers, quand ils entendent stratégie, ils entendent important, ils se disent c'est la hausse du chiffre d'affaires, la hausse de la rentabilité. C'est le positionnement concurrentiel de l'entreprise qui fait qu'elle va installer et déployer un leadership sur un horizon de temps bien plus long que l'horizon de la bourse. Et donc, l'ESG est une façon de comprendre quelle est la stratégie menée par l'équipe dirigeante et de vérifier si la mise en œuvre au quotidien que l'on voit trimestre après trimestre, année après année dans l'entreprise est cohérente avec la stratégie. Et vous pouvez ajouter et insérer, et c'est ce que nous faisons sur nos fonds, nous avons 4 critères d'exclusion qui paraissent cohérentes avec cette analyse stratégique. C'est-à-dire que d'abord, on va leur envoyer un questionnaire avec toutes les questions et les indicateurs, dans lesquels vous avez des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, auxquels les entreprises doivent répondre. Si elles ne répondent pas, on ne regarde même pas le dossier. D'accord. Ensuite, vous avez les infractions avérées aux droits de l'homme. Là, on n'aime pas avoir des entreprises qui ont des controverses trop importantes, parce que ça veut dire que le sujet n'est pas bien adressé par le management, et ça peut nuire à la réputation, ça peut nuire à la notoriété ou aux marques. Et puis, vous avez le critère d'exclusion qui est maintenant légal, qui est l'absence de lien direct avec les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Et enfin, un critère d'exclusion qui porte sur l'emploi. C'est-à-dire que nous excluons des entreprises qui réalisent des licenciements sans accompagnement au niveau social dans leur secteur d'activité. Une entreprise peut réduire ses effectifs, malheureusement, elle ne le fait jamais de gaieté de cœur, elle ne le fait jamais par plaisir, elle le fait pour des raisons nécessaires d'adaptation et de survie. On va regarder comment, à ce moment-là, elle fait plus que le simple respect de la réglementation pour accompagner et gérer justement ces enjeux de notoriété. Très bien. Marie Duché, vous, quelle est votre grille d'analyse, justement? Parce que on voit que ce n'est pas tout à fait pareil d'une société de gestion à l'autre. Oui, tout à fait. Chaque société de gestion a sa recette de l'ISR, et je pense qu'on est nombreux à souhaiter que ça le reste, parce que ça permet d'élaborer une grille d'analyse qui correspond à nos valeurs. Donc nous, typiquement, au sein du crédit coopératif, notamment en termes de gouvernance ou de non-discrimination et diversité, ou d'égalité des chances, et puis d'équilibre des pouvoirs au sein du conseil d'administration, ou par exemple de responsabilité fiscale. Nous, le crédit coopératif fait très attention à tout ce qui est paradis fiscaux, et donc nous avons repris ce critère fondamental dans notre grille d'analyse ISR. Donc ça, c'est très important. Puis c'est aussi important pour une deuxième raison, c'est que ça nous permet aussi de nous adapter à la demande de nos clients. Il y a des investisseurs institutionnels qui souhaitent que notre grille d'analyse reprenne leurs enjeux qu'ils ont définis dans leur charte ISR. Donc ça, c'est le deuxième point important. Nous travaillons de deux manières. Enfin, nous avons un double objectif. Notre premier objectif, c'est d'aller chercher la performance ESG réelle des entreprises. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, surtout les grosses, ont développé une communauté
communication en RSE, développement durable, très performante, et que comme en matière de communication financière, c'est parfois assez difficile d'aller chercher la réalité. Donc alors si je peux me permettre, oui. effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui tous les rapports financiers vont avoir leur partie un peu green, greenwashing, oui on est vert, on est propre, on fait attention aux droits de l'homme, etc. Dans la réalité, il faut pouvoir lire entre les lignes. Oui, alors bon, je nuancerai un tout petit peu parce que aujourd'hui, la plupart des reporting ESG sont quand même audités par les commissaires aux comptes, et pour pouvoir reporter des informations, il faut quand même en faire un minimum. Mais bon, tout ça, c'est un exercice de communication, donc on présente surtout ce qui est bien et pas ce qu'il y a de moins bien. Donc nous allons justement, tout à l'heure Stéphane parlait des critères qualitatifs et quantitatifs. Nous avons choisi de nous focaliser davantage sur les critères quantitatifs. Donc je m'explique, en fait, il s'agit d'aller regarder par exemple davantage le taux d'accident du travail ou taux de gravité d'accident du travail plutôt que la politique en matière de gestion de la sécurité. On va d'abord s'attacher aux résultats. Sécurité des employés, voilà. Par exemple, un critère social, Voilà. on le voit à l'écran, donc gestion de la sécurité des employés, et puis formation des managers, audit des sites, etc. Voilà. Et donc nous, vous voyez qu'on a souhaité que la partie résultat de ce critère global sur la sécurité des employés ait plus de poids dans notre note ISR globale que nous attribuons aux entreprises. Le deuxième moyen que nous avons trouvé pour faire cette sorte de reality check, si on peut dire, c'est un filtre sur les controverses. Donc Stéphane en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises font face à des incidents majeurs en matière de ESG. Donc l'ISR, c'est aussi une manière de gérer un risque. Il se trouve que parfois, elles peuvent avoir des très bonnes politiques et quand même se trouver face à des controverses importantes. On peut citer le cas bien connu de BNP, par exemple, qui avait développé des très bonnes pratiques sociales et environnementales, en tous les cas supérieures à la moyenne de son secteur, et qui s'est retrouvé quand même avec la main dans le sac, si on peut dire. Et ça leur a coûté cher, quand voilà. même. Et donc, si vous voulez, notre analyse des controverses cherche à identifier ces acteurs-là qui n'ont pas géré certains risques. Mais j'ai une question pour vous deux, on va commencer par Stéphane. Quand on voit effectivement, vous faites attention à des incidents significatifs, on le voit, pollution, corruption, vous parliez tout à l'heure de violation des droits de l'homme, c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui les entreprises sont mondiales, elles vont produire un petit peu partout, on pense aux pays émergents où c'est compliqué, il y a du travail des enfants, on se souvient des reportages caméra cachée où on voit dans des grandes sociétés effectivement que ce soit la fabrication, enfin des ateliers usines. Comment vous analysez ça? Parce que j'ai l'impression que si on va dans le détail dans ces groupes qui font des centaines de milliers de personnes, qui passent par des sous-traitants, on va forcément trouver quelque chose qui ne va pas aller dans les critères. C'est là où l'ISR l'analyse ESG doit pour nous rester très pragmatique. Parce que si on part du principe qu'on cherche une entreprise parfaite, on ne va pas la trouver. Soyons très clairs là-dessus. L'ISR ne doit pas être abordé de façon idéologique. C'est pour ça que le qualitatif a chez nous une place très importante. Marie évoquait leur mécanisme et leur système de notation très poussé. Chez nous, par exemple, on n'a pas de notation. On fait une évaluation qualitative. Parce que beaucoup d'indicateurs sont quantitatifs, il y a des chiffres, mais il y a aussi des éléments de qualité qu'on ne peut pas chiffrer. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas chiffrer quelque chose que ça n'existe pas. Vous pouvez avoir une appréciation. Donc nous, on parle plutôt en ce qui nous concerne, d'appréciation. C'est un autre élément de méthode. Pour les controverses, effectivement, il faut les aborder de façon qualitative. Et on a eu un certain nombre de cas où on s'est posé des questions, notamment dans des cas de discrimination, etc., pour lesquels les entreprises étaient condamnées. Bien, quand on regardait en détail les condamnations qui étaient évoquées, je pense à Renault notamment, qui il y a quelques années avait eu ce type de problème, eh bien on regardait ce que disait le juge, et le juge disait, mais effectivement l'entreprise a un peu fauté parce qu'elle a son organisation n'avait pas permis d'éviter un cas de discrimination, mais c'était pas un système en place dans l'entreprise. Et donc est-ce qu'on doit le juge avait considéré que l'entreprise n'avait pas de pratique discriminatoire. Mais pourtant, il fallait quand même pénaliser l'entreprise et il y avait lieu à indemnisation des salariés. Donc vous voyez, le bien, le mal, c'est extrêmement compliqué. Il faut pouvoir garder un avis relativement objectif sur ces questions. Marie, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord qu'il n'y a pas d'entreprise parfaite et que si on cherche l'entreprise parfaite, l'ISR s'auto-détruit. Mais c'est comme les humains, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait de personnes parfaites. C'est exactement pareil. Donc ils ont leurs points forts et leurs points faibles. Et même pour aller dans ce sens-là, leurs points faibles deviennent parfois leurs points forts. Parce que justement, quand elles ont été face à de nombreuses controverses, en général, elles renforcent l'enjeu sur lequel elles étaient faibles et deviennent souvent les leaders de leur secteur. On a vu ça avec Orange, par exemple, sur les pratiques sociales. Aujourd'hui, Orange a mis en place un certain nombre de moyens et de mesures pour son dialogue social qui n'ont plus rien à voir avec ce qui s'est passé il y a quelques années. Je suis aussi tout à
à fait d'accord sur le fait que les controverses doivent s'analyser dans leur secteur. Évidemment qu'un incident, s'il est localisé ou s'il est sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise, s'il implique le management, si il dure depuis plusieurs années, s'il est récurrent, va être traité de manière beaucoup plus sévère qu'un incident isolé et qui est le fait d'une personne. Et pour autant, effectivement, hein, on parlait tout à l'heure de BNP Paribas, c'est vrai que là, il y a une sanction immédiate, en tout cas déjà par le marché. Marie Duché, Ecofi Investissement, Stéphane Prévost, la finance responsable. On parle ISR ce matin, on va rentrer dans le détail justement de la collecte, des chiffres, pourquoi ça marche moyennement, comment ça pourrait mieux marcher. Ça sera dans une minute dans la suite du débat sur Direct Gestion. À tout de suite.